Le 19 mars sera célébrée pour la première fois la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Une journée instituée par la loi du 6 décembre 2012 qui ne fait pas d'ailleurs forcément l'unanimité. Bonsoir à Jean Girard et Paul Berguin. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes président, vice-président de la FNACA sur Manille-les-Hameaux dans le département des Yvelines. Tout d'abord, cette date du 19 mars qui correspond en fait au cessez-le-feu donc de cette guerre en Algérie. Vous en êtes satisfait de cette date? Auparavant, c'était le 5 décembre. C'était Jacques Chirac qui avait décidé de cette date du 5 décembre qui ne correspondait finalement à pas grand-chose. Pas grand-chose. Il n'y a aucun fait historique sur cette date du 5 décembre. Et donc le fait que ce soit le 19 mars, au-delà du symbole, c'est un moment qui va être plus important, plus fort. C'est un moment qui est fort quand même. Le 18, les accords d'Évian sont signés. Le 19, le général de Gaulle, quand même un personnage. Arrêtons les combats le 19 à midi. Cessez-le-feu, fin de la guerre d'Algérie. Je crois que c'est quand même une date importante. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas d'accord. Bien sûr, après cette date, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Parce que c'est là qu'effectivement il y a un problème, en tout cas pour les personnes qui dénoncent cette date du 19 mars. On peut citer par exemple samedi une cinquantaine de harkis qui se sont rassemblés à Montpellier devant la préfecture. Ils demandent l'abrogation de la loi, justement parce que l'État français, c'est ce qu'ils ont revendiqué à ce moment-là, ce week-end, est responsable et coupable du génocide de plus de 150 000 harkis et leurs familles après le 19 mars 62. Donc il faudrait que la date change, encore une fois? Non, je ne pense pas. À ce moment-là, on peut très bien qu'ils viennent nous rejoindre, ils comprennent le 19 mars pour eux aussi. Bien sûr, après tous les conflits, vous avez eu, vous prenez le 11 novembre, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article dessus et un livre, sur tous les mémoires de ça, il y a eu je ne sais combien de morts après le 11 novembre. Et des gens qui étaient aussi contre le 11 novembre, qui voulaient que ça soit le 16 décembre. Parce que j'évoquais les harkis, il y a aussi le cas de politiques qui s'engagent à Nice, par exemple, le conseil général UMP qui est interpellé, choqué par cette date, qui ne se joindra pas aux différentes commémorations. Oui. J'aimerais aussi peut-être vous entendre sur cette question. Oui, moi je pense que les morts, quelle que soit l'époque, ont tous la même valeur. Et que je trouve assez stérile de polémiquer. Le 19 mars, ça s'est arrêté. Bien sûr, il y a eu à nouveau, et il faudrait se demander de la faute à qui, et pas spécialement de l'État. Ce sont les hommes qui, après, ont continué à faire quelques exactions. Bon, on a fini, j'allais dire, le conflit. On n'est pas dans la revanche. Le 19 mars, c'est une date où on commémore. Ce n'est pas une date de victoire. Non, absolument surtout pas. On commémore et on se souvient. C'est la seule chose qui nous intéresse. Juste, si vous le permettez, je vais vous lire juste quelques lignes qui a été fait par le sénateur UMP Alain Houpert et qui lui dit et explique pourquoi j'ai voté pour le 19 mars. C'est donc l'opposition. Il dit « Ces hommes qui ont combattu en Afrique du Nord sont de la génération de mon père. Ils ont été mobilisés pour faire une guerre qui a commencé à la Toussaint Rouge et qui s'est terminée par un cessez-le-feu le 19 mars 1962. Ils ont été envoyés de l'autre côté de la Méditerranée, la peur au ventre, pour un avenir lointain, incertain. 27 500 ne sont pas revenus. Ils ont tout donné, leur vie, leur jeunesse, pour une guerre qui n'avait pas de nom. Je pense bien entendu aux morts, aux blessés, et surtout aux veuves et aux orphelins, à l'absence, la chaise vide le soir, autour de la table familiale, à la douleur. Cette plaie a du mal à se cicatriser. Mais pour faire le deuil, il faut une reconnaissance, un lieu, une date, une tombe. Je ne vais pas vous lire la suite, c'est surtout le principal. C'est la légitimité de cette date du 19 mars. Ce sont des paroles qui retranscrivent. Et c'est un sénateur UMP. Et dans chaque fois, on le dit bien, pour nous, le 19 mars, ce n'est pas la fête. C'est simplement une journée. Maintenant, les parents qui ont eu un des leurs qui est tombé en AFN ont quand même attendu plus de 50 ans pour avoir une date officielle, une journée nationale pour rendre hommage à ces hommes, ces femmes, ces enfants aussi qui sont tombés en Algérie. Et puis il a fallu attendre 1999 pour reconnaître aussi les opérations militaires intervenues entre 52 et 62. Absolument, ça a été reconnu qu'en 2000 comme guerre d'Algérie. Quand nous, on était partis, moi je suis parti en 58, c'était pas la guerre, on partait pour le maintien de l'ordre. On a vite compris que le maintien de l'ordre...
On va voir quelques images d'une exposition pendant que nous continuons à discuter. C'est à Morpa, c'est la FNACA qui l'organise également. Nos 20 ans en Afrique du Nord, de 1954 à 1962, avec des témoignages. Vous avez fait cette guerre d'Algérie, vous aviez 20 ans, une vingtaine d'années aussi, lorsque vous êtes parti sur cette guerre. On peut peut-être revenir sur ce moment où vous avez tout simplement appris qu'il fallait partir. Oui, je m'en rappelle. Je suis parti le 1er juillet 58 et j'ai fait mes classes à Tarbes. Après, on a été incorporé en Algérie au 13e régiment de dragons parachutistes. Et à cette époque-là, déjà, les parents, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas partir. Les voies étaient occupées à la gare de Lyon. Les gens se couchaient sur les voies, on ne voulait pas partir. Et je m'en rappelle quand je suis parti de Tarbes, pour ne pas qu'on puisse, qu'il y ait du débordement, on était dans une haie de CRS pour nous emmener jusqu'au bateau. Hein. Ça c'est des choses qui restent. Et lorsque vous êtes parti, lorsque vous êtes arrivé, quelle situation vous avez découvert sur place? Eh bien, moi je suis parti plus tard que toi, puisque j'ai été incorporé en 1960, en septembre, et je ne suis parti en Algérie qu'en novembre 61. Donc quelques mois avant le cessez-le-feu. J'avoue que je ne me souviens plus très bien si j'étais très inquiet, mais je sais que mes parents l'étaient. Ce qui inquiétait surtout les autorités, c'était les tentatives de désertion, des gens qui ne voulaient pas y aller, même à la fin. Et on était effectivement très surveillés pour être sûr qu'on monte bien dans le bateau, déjà dans le camp Sainte-Marthe et dans le bateau, pour rejoindre l'Algérie. 19 mars 1962, au moment du cessez-le-feu, vous êtes où? Vous l'apprenez comment? Moi, je suis dans les Aurès, je suis à Aris, c'est-à-dire au sud de Batna. On l'apprend par les gens qui défilent et les femmes qui font des you-you. Vous l'apprenez le jour même, le 19 mars? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Moi, j'avais repris mon travail, j'étais à Boulogne-Billancourt. J'étais revenu, puisque je suis revenu en 61. Et bien sûr, j'étais soulagé. Hein. Même, j'avais encore de la famille qui était en Algérie. J'avais un de mes beaux-frères. Et tout le monde était bien soulagé de dire ouf. Malheureusement, comme on vous l'a dit, il y a eu, après ces dates-là, bien sûr, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Mais tous ces gens qui ont été blessés, qui sont morts, on les a jamais oubliés. On les a avec nous. Ils font partie du 19 mars. Pour nous, on ne fait aucune différence. Hein. Aucune. C'était des combattants comme nous. Hein. Croyez-moi que si j'avais pu éviter d'aller en Algérie, j'aurais été. Hein. Parce qu'on a fait la guerre. Pourquoi? Quand on voit ce qui se passe maintenant. Et le comité de Mailly, en plus de ça, avec Paul et puis d'autres camarades, ont fait un devoir de mémoire dans les classes qui marche très très bien. Et les élèves, les enfants sont vraiment formidables. Même le monde enseignant nous aide. Et il n'y a pas longtemps, il y a un gamin qui nous a dit « Mais pourquoi vous ne retournez pas en Syrie ?» J'ai dit « Tu sais, maintenant on n'a plus l'âge et puis espérons que la Syrie va s'arranger. » Quand on voit, on essaye, nous, avec le peu de moyens qu'on a, hein, avec les gamins, de rester le plus honnête possible et puis leur montrer le moins de choses possible qui les frappent. Mais quand ils disent, attendez, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Elle dit oui, et vous voyez que là, j'entendais, là, il y a 2 jours, là, ce qui parlait sur la Syrie. En 2 ans de temps, ils ont entre 70 000 et 100 000 morts. Où ça va s'arrêter? Merci à vous deux d'être venus. Je rappelle cette date du 19 mars, demain, cette commémoration. À Manille-les-Hameaux, ce sera vers 18h, 18h30. Ça, oui. Et puis il y aura également à La Verrière une commémoration avec l'antenne locale de la FNACA, le maire Alain Hajaj qui donne rendez-vous à partir de 10h30. On voit des images de la commémoration de l'an dernier, qui n'était pas donc le 19 mars, puisque maintenant c'est officiel, ce sera cette date-là, la date du cessez-le-feu qui est retenue. Rendez-vous à 10h30 pour La Verrière, au cimetière, pour le fleurissement du monument aux morts, et puis également à Manille-les-Hameaux et dans de nombreuses communes du département. Merci à tous les deux. Avant de passer au sport, comme chaque lundi, nous restons à Manille-les-Hameaux quelques instants. Manille-les-Hameaux, une salle des festivités va être construite avant la fin de cette année. La première pierre a été posée ce samedi. Le bâtiment sera réalisé majoritairement en bois. Claire Cambier et Patrick Jacques de Dixmude pour les images. La première pierre est posée, un être tout juste planté. Voici les premiers signes du nouveau chantier de Manille-les-Hameaux. Difficile encore de l'imaginer, mais d'ici la fin de l'année, une salle de festivités de 500 mètres carrés occupera cet espace.
Nous avons choisi d'avoir une salle de festivité donc assez grande déjà, 200 personnes assises ou 260 personnes debout, et puis qui soit localisée dans un espace, ici le Pôle Anctil, qui est un lieu de loisirs avec le centre de loisirs, ici les tennis couverts, le terrain de foot. Et ce lieu de loisirs, un petit peu excentré par rapport aux zones habitées, bénéficie de parking de manière assez importante, et du coup, et en même temps un paysage autour sur la forêt qui est assez magistral, et on aura donc d'ailleurs une terrasse qui sortira de cette salle de festivité pour l'été. Un lieu de convivialité conçu entièrement en bois, une volonté des architectes pour s'effacer dans le paysage. L'idée un peu du projet, c'était de faire une architecture assez monolithique où on traite en fait les 5 façades avec un matériau unique et essayer d'échapper un peu à tous les codes architecturaux qui sont le traitement du pied, de la façade et du toit. Et on pensait aussi qu'avec le recul que l'on avait et les vues qui étaient dégagées sur notre équipement, il était très important de traiter la toiture. Donc pour accentuer ce côté monolithique, on a décidé de retourner le bardage bois en toiture et de traiter en fait cet équipement comme un objet, comme une statue, comme une sculpture. Ce projet, lancé il y a 2 ans, est une initiative de l'ancien maire de Manille-et-Hameau. Jamais loin de son successeur, il suit l'évolution des réalisations. Ce que je sais de sa part, c'est qu'il est en parfaite harmonie donc, avec ce qui a été fait, complètement d'accord, et on a encore un certain nombre d'objectifs à tenir, qu'il doit lui poursuivre, et ça va être sa mission tout simplement. Je serai là, moi aussi, bien évidemment, à observer un peu ce qui se passe. Parce que j'ai quand même pas mal de connaissances sur ce qui se passe à Manille-et-Hameau, évidemment. La ville a profité des fonds de concours de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour financer cette salle des festivités, un apport de 350 000 € pour un budget total de 1,3 million.